Bonjour, merci d'être venu assister à cette table ronde intitulée Sécurité enfant, le monde avec sécurité enfant. Vous le savez, vous avez lu évidemment le mode d'emploi de votre micro-ondes qui déconseille de mettre votre bébé à cuire par exemple. Vous savez aussi qu'il ne faut pas mettre un chat dans sa machine à laver. Sinon il risque de coincer la machine. En gros, la question sous-jacente, que peut prévoir l'accidentologie? Et à partir du moment où on a parfois une science-fiction qui alerte, ou en tout cas parle sur le monde, la question c'est est-ce que la science-fiction doit absolument porter un message? Et on se demandera aussi peut-être s'il n'a pas échoué à nous prévenir des maux de notre temps. Autour de la table, avec moi, trois personnalités, trois auteurs. Kit Johnson, on la connaît notamment pour la quête onirique de Walid Boo, et puis aussi pour Un pont sur la brume. Alors, c'est ce qui a été traduit en français, parce qu'en anglais, vous avez déjà beaucoup de choses aussi à découvrir. À ses côtés, John Scalzi. John Scalzi, on vous doit aussi de nombreux romans, et notamment Red Shirt, prix Hugo, prix Locus, The Collapsing Empire, ou bien encore Le vieil homme et la guerre, un univers sur lequel vous revenez. Souvent, il y a beaucoup d'humour aussi chez John Scalzi. On se demandera si l'humour est une bonne manière d'alerter ou de se poser certaines questions. Et puis à leur côté, Valérie Mangin, latiniste, historienne, histoire de l'art, mais on vous connaît surtout en tant que scénariste de bande dessinée. On parlera du Fléau des dieux, notamment, ou bien encore du Croque-Mitaine. Je l'ai dit pour commencer cette conférence, la question c'est la gestion du risque. Vous savez que le risque, c'est pas seulement la prévention, ce sont aussi tous les comportements et les valeurs qui s'y impliquent. Par exemple, dans le monde du travail, la prévention du risque au travail, c'est 9 choses à ne pas faire, mais c'est aussi un comportement vis-à-vis des uns des autres. Je vais leur poser la question de manière assez directe. En gros, quand vous écrivez de la science-fiction, vous parlez d'un certain nombre de thèmes. Est-ce que vous avez toujours un petit peu derrière vous l'idée de porter un message, ou en tout cas d'alerter sur quelque chose? Valérie, par exemple? Oui, je crois que c'est dans une des bases de la science-fiction de parler de la société et de ses dérives éventuelles. Donc je crois qu'on essaie toujours de livrer notre idée personnelle justement sur l'état de la société dans laquelle on vit et sur le futur vers lequel elle se dirige, un futur positif ou plus souvent en ce moment dystopique, comme on le voit. Oui, je crois qu'on a chacun l'envie. Puis si on prend la plume, c'est pour parler justement. Et parler de la société, c'est quand même un des sujets majeurs de la science-fiction, oui. Ouais, c'est ça notamment qui préside par exemple à Moi, Jeanne d'Arc. On n'est pas tout à fait en science-fiction là. C'est pas tout à fait de la science-fiction. En fait, dans Moi, Jeanne d'Arc, j'ai raconté l'histoire de Jeanne d'Arc, mais en partant du fait que c'était vraiment une sorcière en fait. Et les Anglais ont eu raison de la brûler pour ça. C'était vraiment une sorcière, mais pas une sorcière au sens où elle allait à des orgies sataniques, dans le sens où c'était toujours une adepte des anciens cultes de la nature qui ont perduré très longtemps au Moyen Âge et où elle n'était pas une chrétienne convaincue et encore moins la sainte qu'on a présentée. Et au travers de ça, en fait, j'ai essayé de faire une œuvre féministe, à savoir de montrer que Jeanne d'Arc n'était pas, non pas la sainte nationaliste que le FN cherche à nous vendre, mais pas non plus un peu la pauvre fille du peuple, victime de la monarchie que la gauche française a présentée longtemps, en fait. Moi, j'ai voulu montrer Jeanne comme une femme forte, déjà une vraie femme, c'est-à-dire que je la montre nue et parfois, je la montre faire l'amour avec d'autres femmes en fait. Et ça me semblait très important pour moi de l'incarner dans ce corps justement. Et de montrer que c'était donc une vraie femme très forte, très engagée, avec une forte personnalité. Et que finalement, devenir un chef de guerre au Moyen-Âge, c'est quand même un sacré choix, surtout pour une femme. Et que ça valait bien la peine de la montrer comme ça, quoi. C'était vraiment une vision féministe du personnage. Donc vraiment une vision féministe et presque politique. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment de dire que les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Bon, c'est une idée un peu convenue, mais c'est vrai qu'au travers de ce personnage, ça l'a pas mal renouvelé. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de réactions de lecteurs, justement, très à droite, qui m'ont dit « Vous pouvez pas faire ça à une sainte ». Donc ça prouve que, pour convenu qu'il soit, le message reste quand même très perturbant pour pas mal de gens, oui. Et John Scalzi, même question un petit peu, quand vous écrivez et vous brassez pas mal de thématiques, est-ce qu'il y a aussi une notion, une envie d'alerter ou de faire prendre conscience d'un certain risque? Well, one of the things that they talk about science fiction is that anybody can write about the invention of the car, but a science fiction writer will write about the first traffic jam.
And so science fiction is very often a literature of consequences. Science fiction is very much about, here's this great idea, now let's look at all of the ways that it could go completely wrong. Or different than what we intended. The intent, well, you know, one of the great themes in monster movies is the scientists going, we meant well, we intended for this to be for the good of all mankind. Who knew that creating monsters, that they would actually eat all of the humans? So in that sort of sense, science fiction is always interested in the consequences, and part of that is rooted in the simple fact of human nature. That no matter what it is that you have designed some technology or some political philosophy to do, the street will find its own uses for it. The humans will never use your technology the way you meant it to be used, because humans are messy, humans are screwy, humans will go, what happens if we do this? And suddenly your cat's in the microwave, and that's not a good thing. Actually, I worked in gaming for a long time, and we were working in the 90s on massive multi-user environments. Right. And the big challenge is that the game would be broken within 24 hours no matter what you designed. Yep. It was always breakable because you could not predict the ways that people would use it. Right. Well, no, when I reviewed video games, I reviewed video games, and I reviewed video games specifically for parents to find out what was in them so that they could make informed decisions about whether they wanted them for their children, which meant that I played the games like I was a 10-year-old boy who had been fed a pound of sugar. And so what would happen is, like, so I got the first version of The Sims. And one of the very first things I did with The Sims was I put a sim in a 1 meter by 1 meter box just to see what would happen. And the answer is they spin around, they pee themselves, and then they die. Because that is how a 10-year-old boy would play that game. But again, this brings home the point. No matter how you design it, no matter how well you think you've designed it, there is always going to be someone who is going to find a different way to use it, the way you didn't intend it, and then it breaks, then it falls apart, then it can possibly become a danger to others, and then suddenly you have the security issues. Kit Johnson, quand vous écrivez, pareil, est-ce que cette notion de message, d'alerte, est importante à vos yeux ou pas? I would have said no 5 years ago. But in the last year, I just had a story come out online in English called The Privilege of the Happy Ending. And the story is about Syrian orphans, actually, without ever mentioning Syrians, and only mentioning orphans a few times. And what I find is that all fiction has a message. Everything we write has some message. And if we're not careful, we're just not in control of the message that we're sending. So our job as writers is to become very hyper mindful of the ways people are going to break our stories, just as they break microwaves. And say, can this story be misread? And so all too often the answer is, if you are not careful, it certainly can be. Stories can be read both as, I've had stories that can be read either as very feminist, very central to the woman's experience, and also as rape fantasies. And they're not, these are in this case, two completely different stories, but they are reading the same words I wrote. Sure. Well, you make the point that with video games, with technology, with stories, no matter what, it's one part of it is what is created, and the other part is how it is used.
The reader is always going to bring their own perceptions to the story. They're going to bring their own political point of view. They're going to bring their own social point of view. They're going to interrogate the material differently than you did. And sometimes it's absolutely wild. When I wrote Old Man's War, most of the people who read that assumed I was politically conservative in the way that Americans are politically conservative. Then they came to my website and they were like, oh, no, that's not him at all. But they were so used to interpreting military science fiction in a particular way and interrogating it in a particular way, that's where they came to it from. And to some extent, you can't fix the other person. Unless you are handpicking the people who are reading your material, and even then, you would have to be 100% sure of all of their politics, all of their perspectives, to assure that they would get it exactly the way you meant it. Ultimately, the only person who's going to get it the way that you meant it is you. Everybody else is going to interpret it one way or the other. You can do what you can do, as Keej mentions, to make your messages clear as possible, but ultimately, you have to accept the fact that it goes out to somebody else. Oui. Je crois qu'on s'en rend particulièrement bien compte maintenant avec les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai commencé à écrire en 1998. J'ai eu très peu de retours sur mes premiers livres, très peu de retours des lecteurs, sauf parfois en dédicace, mais ça n'allait pas loin. Et puis avec l'avènement de Facebook et des réseaux sociaux, tout d'un coup, j'ai eu des tonnes de réactions de lecteurs. Alors parfois très positives, parfois très négatives, parfois très injustes, même parfois totalement incompréhensibles pour moi. Quand on me renvoyait l'image de mon livre, je ne le reconnaissais pas. Je disais non, c'est pas possible, j'ai pas écrit ça, c'est autre chose, ils ne l'ont pas lu, c'est pas vrai. Et c'est vraiment très étonnant en fait, la façon dont les gens peuvent effectivement interpréter ce qu'on a écrit, mais de façon totalement tordue, enfin, parfois avec de la mauvaise volonté aussi, ou parfois effectivement très teintée de leurs propres idées politiques ou sociales, du milieu d'où ils parlent finalement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça peut aussi énormément varier dans le temps. Je pensais au roman Notre île sombre de Christopher Priest, qui est paru dans les années 70, je crois, qui raconte l'histoire d'une Angleterre où beaucoup de migrants arrivent d'Afrique, parce que l'Afrique a complètement sombré dans une énorme crise économique. Et au milieu de ça, on suit un héros qui essaie tant bien de mal de survivre avec sa famille, et plutôt mal que bien, parce qu'évidemment c'est le chaos. Et dans les années 70, on disait ah, voilà, c'est un livre de gauche, le héros ne s'en prend pas aux migrants, il n'est pas contre le fait de les accueillir, tout va bien, c'est un homme de gauche. Et lu actuellement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui au contraire disaient ah non, c'est un livre de droite, regardez, il n'aide pas les migrants, il n'est pas proactif vis-à-vis d'eux, donc c'est un livre de droite, voire d'extrême droite. En fait, c'est le même livre finalement d'un pauvre gars qui est paumé au milieu d'une situation qu'il n'arrive pas du tout à appréhender. Et selon l'époque à laquelle on se situe, finalement, on pourrait penser que c'est un livre de gauche ou un livre de droite, quoi. Et c'est très étonnant de voir comment les gens peuvent interpréter tout ce qu'on écrit à travers ces prismes-là. Est-ce que du coup, ça change votre manière d'écrire et notamment les thématiques que vous portez pour alerter ou sur la prévention du risque ? Ça ne change pas la façon d'écrire, mais ça change peut-être la façon dont on parle des livres par la suite. C'est-à-dire que j'essaie de délivrer toujours un message positif, bien sûr, dans mes livres. Et je me rends compte que quand je vois, heureusement, on peut entrer en contact avec les gens dans les réseaux sociaux ou comme par exemple ici en conférence, on a aussi peut-être un service après-vente à effectuer pour constamment expliquer ce qu'on a fait et dans quel but on l'a fait. C'est ça qui est devenu de plus en plus important, je pense. Vous êtes d'accord, Keej et John? You first. Okay. I originally would have said the writer has no moral duty at all, that the writer's job is to tell the story that needs to be told, and that to tell a story because you're trying to convey a message is polemic and artificial and manipulative. Writers are, by our nature, manipulative, because what we do is create a fantasy, we create a dream, as John Gardner says, and we make you see the same thing we do, or at least that's what we're aiming for. But I have found that was easy when nobody had ever read me. It was easy to say that, but as strangers would read things and read what they wanted to into them, I realized I do have more responsibility
to not, for instance, write a story that says putting kittens in microwaves is the best thing you can do with your time, but instead say, if you put kittens in microwaves and you are the kind of person who thinks that's a good idea, this is what it looks like. I've never really thought about putting kittens in microwaves. I have a whole genre of that. Yeah, you do actually, don't you? And you've won awards for it too. Kittens in Microwaves well by done. Kish Johnson. Yeah, the Kish Johnson story. Do we have a responsibility to be mindful of the message we put out there in the world? I think yes. I think we have to be clear about what it is that we want to say and how we want to say it. I do think that there are times where we can put things out that are speculative, that are not from our point of view, and there, to some extent, you trust that people will, if not get it all the time, at least discuss it. And sometimes you put things out there that are meant to be provocative. They are meant to challenge people. And mindful does not mean safe. Right. And that's really important to say, because if all you're doing is writing are safe things, then one, you're not challenging yourself. Two, you're not necessarily challenging your audience. And three, you're probably not going to be writing anything that's going to stay in anybody's memory longer than it takes the time to read it. So you can be provocative. You can say the thing that needs to be said. You can say the dangerous thing. But you have to be mindful when you are doing that. You can't just sort of unload it out onto the street and go, ha, it's your problem now. You have to take ownership of your words, whether those words are nonfiction, whether you're on social media, or whether you're writing fiction. If it comes from you, you are responsible for it. And in this age, people are more than willing to confront you and interrogate you about them. How this relates to the security and how this relates to other things, I think in many ideas, the people who are putting out technology and the people who are putting out product are thinking, have to deal with the same thing. You can't just put something out there and go, well, if it breaks and falls apart on you, then it's your problem. There is some responsibility with the people who are creating products like cars or microwaves or something like that. There is a legal liability. For us as writers, there's much less of a legal liability, but there is some moral responsibility. And to just say, as you said when you were younger, it's like, that's not my problem, it's a little ignorant. Oui, je crois quand même que notre principale responsabilité, c'est d'être bien compris, justement. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tenir des propos très provocateurs, voire carrément irresponsables, s'il est compris qu'on est irresponsable et qu'on est provocateur. C'est-à-dire que je suis assez pour une liberté d'expression assez totale, mais il faut bien prendre les gens pour ce qu'ils sont à l'arrivée. C'est pour ça que je parlais après de pédagogie, c'est peut-être un mot beaucoup trop fort, mais il faut être effectivement vraiment clair sur ce qu'on fait et être sûr d'être bien compris dans son action, quoi. Est-ce que finalement, ça donne pas aussi, à force d'alerter, par exemple, sur le pouvoir via des dystopies ou des choses comme ça, est-ce que ça donne pas une image un peu pessimiste des choses ou de l'humanité? Parce que prévenir qu'il ne faut pas mettre un chat au micro-ondes, par exemple, surtout dans une machine à laver, du coup, on est bien d'accord que, a priori, tout le monde le sait. Il y a des gens qui ont essayé quand même, malheureusement. Yeah, I think that that's precisely the problem. Not everybody does know that you shouldn't put a kitten in a microwave. Don't put a kitten in a microwave, people. Don't put it, yeah. Just in case anyone here has ever thought about that, don't do it. Right. You have no longer have any excuse. The sort of requirement that I think science fiction operates the way it does, and fantasy as well, because it's a series of if-then propositions. If we do this, then what could happen? If that, as you point out, and Fred Pohl has also talked about, it's not the car that's interesting, it's the traffic jam, and it's road rage.
that's interesting. It's not the invention of a technology that becomes interesting. It is what we do with it or how we use or misuse it. But in order to get to, Fred Pohl gives an example of the, it's not radio that's interesting. It's the American soap opera that's interesting. And you have to go so far down saying, if this, then what? If this, then what? And a lot of those ends, like a choose your own adventure, are bad. Right. A lot of them end poorly. Right. So there are a few that end well, but the only way to figure out the ones that do end well is to run all of the possibilities and die in your adventure 50 times for the 4 times you don't die. Right. Well, also when we are talking about things like don't put your kitten in the microwave, or, you know, Put your kitten don't- in the microwave. it's a song. It's a song if I had my ukulele. But don't put your kitten in the microwave. Do not take your, do not take your car, do not use your car as a flotation device. Your car is not a boat. Do not shove the crayons up your nose. The thing that we have to understand, or we are talking in all of those cases about edge cases, right? Here is the bell curve of humanity. The majority of humans are going to understand you don't put your kitten in the microwave. It is the 2 or 3 sigma out, the 1% or the 0.1% or the 0.01% that are going to be the problem. So when we talk about stuff like security, and we talk about the stuff like the responsibility for what you're doing, that you're understood, we can also agree that 98% or 95% of people are going to get it. Most people are going to be sensible, but it's those people on the edge. And when you have 7 billion people in the world, just 1% is 70 million people. That's a lot of people you have to tell, don't put the kitten in the microwave. And just to also, the edge case is usually the interesting case. For most of us, our lives would not be very interesting novels. And that's why nobody writes novels about many of us. What's interesting are the exceptions, the extraordinary circumstances, and that's where science fiction and fantasy especially live. We live with the chosen one. We live with the person who changes the world, not with the 5 million other people in that small country. I'm always interested in the people who are not the chosen ones, but the chosen ones are the ones that most stories are written about. Sure. Oui, c'est ça, on écrit sur ces gens-là en particulier. Et je crois que notre vision est souvent assez sombre aussi, parce qu'on vit nous-mêmes une époque assez sombre, où on voit avec Trump aux États-Unis, enfin, je ne vais pas vous rappeler tout ce qui se passe actuellement, mais c'est vrai que la période n'est pas forcément très amusante et qu'on est très influencé par ça, donc notre SF n'est pas forcément très amusante non plus. Après, c'est peut-être un choix, parce qu'on pense que tout peut mal finir, effectivement. Je crois que je pense à la série de Denis Bajram, Universal War One, où la Terre est carrément détruite par un consortium économico-industriel. Donc on a tendance à imaginer le pire comme ça. Après, cette tendance à la dystopie, il faudrait peut-être aussi essayer parfois de la combattre et de se dire que si on veut que le futur s'améliore, peut-être aussi qu'on commence à écrire et à penser un futur qui s'améliore en fait. Si on pense qu'en tant qu'écrivain de science-fiction, on peut avoir une certaine responsabilité envers... et en pensant le futur, si on veut que le futur qu'on écrit advienne, bon, sous une forme ou sous une autre, peut-être plus sympathique de penser un futur finalement qui va bien se passer. Ou ce sera cette fois sur les 50, il ne va pas mourir cette fois-là, quoi, finalement. There's a genre called solar punk, which is, I've been reading some, which the theory, they put punk on the end of everything and make it science fiction. But solar punk, the idea is that, yes, we live in a complicated world, but it's not all bad. And there's some amazing writers writing fiction that says there are other possibilities. Sure. Et quelque part, est-ce que la science-fiction dans cette prévention des risques n'a pas échoué? Je veux dire qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas 1984 et pourtant c'est arrivé. Fahrenheit 451 avec ces écrans qui nous envahissent et pourtant c'est arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas parfois de temps en temps, si ce n'est un découragement,
ou finalement une inutilité à tout ça? Je crois pas qu'elle est si échouée que ça en fait. Quand on pense à l'impact d'un film comme La planète des singes sur la peur du nucléaire par exemple, je pense qu'avant dans les années 50, on voyait un peu l'atome et les atomiques un peu comme des choses extrêmement positives et pas dangereuses, enfin pas dangereuses du tout, j'exagère évidemment quoi. Mais je crois qu'on en a vraiment pris conscience, enfin qu'on pouvait détruire la Terre en tout cas en le voyant dans ce film-là. Et la SF a un rôle révélateur comme ça. Tout d'un coup, ce qu'on savait de manière diffuse, on le voit, on nous le dit ouvertement. Et là, on peut en prendre vraiment conscience. Et je crois que si on parle autant de 1984 en ce moment, c'est bien qu'on a conscience de ce danger, justement, quoi. Et donc, je ne pense pas que la SF ait échoué de ce point de vue-là. Je crois qu'elle joue vraiment son rôle d'avertisseur, justement, quoi. Yeah, no, let me add to that because I think you're correct. I mean, what happens with science fiction is many ways we get to model a future, a negative future in terms of a dystopia, but a future in any sense, and we run the simulation so many times that eventually the thing gets in. Because with nuclear stuff, it was not only Planet of the Apes, but it was also The Day After, On the Beach, all, you know, Mad Max, you know, all these books and movies and stories that just took not only was there a nuclear war, but it devastated people that they eventually figured out, maybe we don't want to do that. It gives us a lot of practice runs. With the issue of, so in 1984 in the United States, for example, we have managed mostly to avoid the issue of government monopoly of information. What we did not predict and therefore did not avoid to any great extent was the corporate use of information and the repercussions of that. And so we are now, with science fiction and fantasy and solarpunk as an example, beginning to model the next series of issues and where that goes from there. So to that extent, again, I agree with you. It has not failed, but there are some things that science fiction doesn't get. Science fiction predicted the moon, you know, landing on the moon. It did a really bad job of predicting the internet. Yeah. So. Thinking some about how science fiction models things. I work at a university, and we make the argument for the importance of science fiction to everybody by talking about it being a critical mode of inquiry. It operates the way an experiment does. We posit a problem, we set up the limits of our experiment, and then we run the experiment, but we do it on the page, whereas the scientist does it in the laboratory, and the social scientist does it by pointing to research and pointing to precedent. So we've been arguing a lot that what we are is a way to examine reality in a speculative way that is nevertheless rigorous. And I think it's the rigor that becomes an essential part of this, that being sloppy, well, I love spaceships with air in space. I love that. I love getting out with like the bubble headdress and popping it open. But I don't, I think that as a mode of inquiry, at our most serious, we are rigorous about running our experiments once we've set our rules. So in some way you're saying, in the United States, there's this magazine called Consumer Reports that basically takes any sort of product that comes out and tests it basically to destruction. So you're saying that we are the Consumer's Reports of literature. We are the Consumer Reports, and we try everything because there's so much science fiction written. So if you want to think about whether or not makeup will make your eyelids fall off, you can write a story about it. Right. Oui, Valérie, tu voulais... Est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte, à force d'alerter, de parfois paraître un petit peu conservateur là, quand on dénonce les avancées de la technologie ou du pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de paraître soi-même pas vraiment progressiste? Je ne sais pas si on n'a pas un petit problème avec... So I have no idea what to... Now it's working. Yes. 1, 2, 1, 2.
On a un petit problème avec la traduction. Oui, Oh yeah, c'est yeah. bon? No, Ok. do we risk being too conservative? You can be. I mean, you can be scared about if you have worried too much about everything that you're doing being misinterpreted. You absolutely can be too conservative, and you can play it safe. But again, I don't think that you have to worry about that too much. Again, you look at the bell curve. The bell curve is that 90%, 95% of people are going to get where you're coming from that. But the other thing is, I think as Keej mentions, you do as much as you can to make clear your purpose, that you make it as possible as you can to be understood. But you also understand that when you put stuff out there, that there are the people who will genuinely misinterpret you. There are the people who will intentionally misinterpret you because they have their own social, political, economic, whatever motivations, or maybe they just don't like you. So there are going to be people who are be like, I just read what you wrote. What the hell did you actually say? So there are always going to be the people who are not going to get what you write, no matter how clear you were in writing it or what your intent was in writing it. And in those sort of cases, you just have to let it go. If you are a responsible writer, if you're a competent writer, if you're a writer who is clear with your intent and prose, then you have done your duty. And that's for example, where, to go back to the kitten in the microwave thing, right? You put the note, don't put the kitten in the microwave. But you don't necessarily make the microwave not work. You don't necessarily spend billions of dollars in research for kitten detection. A kitten has been placed in your microwave. The microwave will not run. Do you want to or no. not? No, Yes, do you want to? no. Because again, it's edge cases. So ultimately, the issue becomes you build robustly, you build competently, and then you understand that there are going to be a certain number of fail cases, and you let those happen because you can't prevent them anyway. Oui, c'est un peu le problème du principe de précaution en fait, où on essaie de faire en sorte que tout se passe bien, mais on ne sait pas, il reste toujours un risque de toute façon effectivement d'interprétation des textes et autres. Mais je ne pense pas que ce soit qu'on puisse nous prendre pour des conservateurs quand même en faisant de la science-fiction. Parce qu'essayer que le futur se passe le mieux possible et en éviter les écueils, au contraire, c'est vraiment être tourné vers le futur, je crois. C'est pas essayer à moins que certains auteurs pensent le futur comme un présent qui continue et qui ne change plus. Mais je crois que c'est quand même assez rare dans la science-fiction. Et donc ce principe de précaution, d'être responsable, de dire des choses, etc., ça ne doit pas nous empêcher d'écrire, ça ne doit pas nous paralyser en tout cas, là-dedans, dans nos œuvres ou dans quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est pas craindre... comment dire on peut garder un équilibre entre prendre des risques, en tout cas, et être prudent. Il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Et est-ce que finalement, ces risques-là, ce message n'est pas une fausse excuse? Simplement, les risques ou les dérives de la société sont simplement de forts enjeux narratifs qui vous permettent de créer des histoires. Tout à fait. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile, mais d'écrire des histoires dans une période de guerre ou une période difficile où il se passe beaucoup de choses, que d'écrire un moment de paix où il ne se passe absolument rien. Moi, je sais que j'écris des histoires qui se passent, par exemple, à l'époque d'Auguste sous l'Empire romain, qui est une époque de paix. Finalement, c'est plus compliqué, mais j'allais dire plus excitant aussi pour un écrivain de trouver des intrigues dans cette période relativement calme que dans une période, effectivement, où il y a une invasion de zombies, où les extraterrestres nous envahissent, où il y a une très grave maladie qui se répand, ou des choses comme ça c'est sûr. Oui, tu vois, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas juste une bonne justification à de bonnes histoires, finalement? C'en est une aussi. John ou Keej? Yeah, no, I mean, I think the thing is, one of the things that we like about exciting times when we're writing about them is exciting times are a crucible for characters. They're in the extreme conditions. They are in the the edge cases, as we say, of human experience, and those are inherently more interesting. In part because your audience, generally speaking, or our audience, my audience is generally comfortable people, who have enough money to buy books, and therefore
they are not experiencing war. They are not experiencing deprivation. They're certainly not experiencing war in space or something like that. And so for them, it's escapism, and it can be, very, very interesting. And it is much more difficult to build that same sort of thing in an area, or a time of things of safety. When you do that, you have a tendency, people don't write murder mysteries during war times because war is exciting enough. They write murder mysteries, and it's like, it's a sleepy town. Nothing ever happens here until all of a sudden, Mrs. Grundy, has been chopped up. And then all of a sudden it becomes an exciting time again. I think that what you're saying, John, about the way that your readers are comfortable, so they like reading about discomfort. Yeah. I have a theory that a lot of fan fiction is, because so much of that is people living these terrible lives. But what we get is the Tuesday that they go out and they have coffee together and they talk about whether they're going to meet someone cute. Right. And so these are characters who are living in times of terrible trial. And I think that for a lot of people who are writing them also, life is hard for most people, for many people, even people who have food on the table. They're struggling, many people. And comforting fiction is a place that we like to go. There's a reason why the romance or the cozy mystery, why certain genres appeal with the same comforting formula again and again. Science fiction doesn't do that as much as most other genres. Sure. But I think that some of that is because science fiction has historically been a genre read by well-educated sure. people with living rooms. Right. No, and I think that's true. I mean, I think that science fiction does have a tendency, or has had a tendency, I think it's less so now than it was, but it started off basically as a literature of engineers and nerds for engineers and nerds, and most of the engineers had reasonably good jobs, had reasonably good prospects, and they were interested in the technology rather than necessarily personal crisis and stuff. One of the reasons why science fiction in English language, at least, I can't speak with any knowledge about French science fiction at the moment, is so exciting now is because we have a huge number of voices that were previously marginalized who have now come to the fore, and you're right, they aren't necessarily having come from comfortable circumstances, and they're not necessarily writing to an audience that is 100% comfortable, and that actually makes it much more exciting and much less safe than it has been before. And I think that's what's frightened a number of people who have been writing basically safe science fiction for safe audiences. Yeah, absolutely. Il faudrait peut-être commencer à écrire sur les excès de la sécurité, alors maintenant. Oui, il y a déjà eu un certain nombre d'œuvres sur l'excès de sécurité et l'excès de contrôle, très clairement. L'excès de confort. Oui, l'excès de confort. C'est la question du public, elle est intéressante, c'est que finalement, si on a de la science-fiction qui prévient de certains dangers et qui est lue par un public qui est déjà acquis, finalement, est-ce qu'on loupe pas le coche? Est-ce qu'on loupe pas sa cible? C'est une bonne question, la preuve. Non, je pense pas, parce que les idées doivent commencer à se répandre depuis un endroit précis. Quand on écrit, on a notre public qui peut être acquis, mais au travers de ce public-là, je pense que les idées qu'on essaie de transmettre vont se transmettre à d'autres personnes qui sont moins acquises à la base. Tout ça, c'est un grand. Je parlais du film La planète des singes tout à l'heure. C'est vrai que le livre originel de Pierre Boulle, sans doute beaucoup moins de gens l'ont lu. Ce livre a donné un film qui a influencé toute la culture pop, en fait. Et je crois qu'on peut être à la base d'idées qui se diffusent comme ça petit à petit. Donc pourquoi pas commencer par ce public-là acquis, en fait. The other thing to be aware of is that science fiction is not at rest. It is to use a philosophical concept, it's very Hegelian.
When science fiction gets too comfortable, an outsider group will come in and challenge the perceptions, and then moving forward, you'll get a synthesis of those, and that will eventually become comfortable, and a new group will come in. And that has happened ever since the 50s and 60s in English language science fiction, where the safe, comfortable, golden age science fiction was challenged by the new wave of science fiction that came out of Britain. And we are seeing it again right now again in English language science fiction. There is a huge number of really excellent writers that are coming in from completely different perspectives from previously marginalized groups. People like Nora Jemisin, Charlie Jane Anders, Rebecca Roanhorse are the examples that I've been using a lot these last couple of days. Veena Jaimin Prasad. Yeah, exactly. All these folks coming in and just, by the way, all these things that you thought you knew about science fiction were wrong, and here we are to explain it because we're coming in from a different position. And so it is constantly being challenged, as it should be. We should not, as a literature, should not be too safe, should not be too secure, and that includes us as writers. If we get too safe and comfortable, then absolutely our positions should be challenged by new and upcoming writers. Science fiction, 100% agreed. Science fiction, by its nature, is not the literature of reassurance. It's the opposite. It's the other thing. It is by our definition, that we are a literature that engages with the future. Reassurance is the thing that happens when we figure out how best we can prepare for that future, or what kind of future we want. So it's always going to be challenging. It's always going to be asking us the next questions, as Theodore Sturgeon would say. Yeah. So other genres are about reassurance, but that is not us. Yeah. Et vous cherchez, vous, à vous mettre dans des positions inconfortables en écrivant sur certains sujets? Je vous renvoie la balle. Hein. Always. Yeah. I mean, sometimes I am. I mean, and sometimes you have to, particularly if there's something that you want to say in a way that will get underneath people's radar. Because a lot of times, and particularly in the United States, it's a highly politically polarized time, so people are looking for ways, not necessarily even intentionally, but are looking for ways to reject what it is that you have to say based on who you are or what they think your intent is in politics are or whatever. And so one of the things that you want to be able to do is create fiction, create a story where you can get things past them so that they will consider them in a way that they wouldn't otherwise, because they would either feel threatened or simply just have no interest in that. And that is one of the great things that you can do with fiction. And in particular, I think science fiction and fantasy is to create these secondary worlds, these new sort of ways of new perspectives of looking at things that the people don't already have defenses in place for. And when they don't have those, you get them in and it's like, got you thinking about this, snuck it past you. And you get them in the way that they didn't necessarily know that they, or get them to think about things that they didn't necessarily know that they wanted to think about. And sometimes that can be uncomfortable. Sometimes it can be a revelation. Sometimes the scales will fall from their eyes, as they say. But that again is down to your skill as a writer to present a world that you have created where the baseline assumptions are different, yet are still a way that your audience can understand it. C'est vrai que c'est un peu notre rôle de faire sortir nos lecteurs de leur zone de confort finalement. Après, en sortir soi-même en tant qu'auteur, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que c'est facile de se dire, oui, là aujourd'hui je sors de ma zone de confort, je parle d'un sujet totalement nouveau pour moi, etc. Le faire au quotidien, le faire sur le long terme, c'est plus compliqué. Alors moi j'ai la chance en bande dessinée de devoir toujours travailler avec un dessinateur, c'est-à-dire avoir toujours l'autre en face de moi, qui a des envies différentes de moi, des idées différentes de moi, qui me conteste souvent, et que j'invite d'ailleurs à le faire. Donc il me sort
obligatoirement de ma zone de confort constamment. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Je pense que si j'étais seule devant ma feuille de papier, j'aurais beaucoup de mal à le faire. I go back and forth writing what I think of as one easy story and one hard story. And the easy stories are easy because they're narratively, they're written with plot. They have characters. But the not easy stories are the stories that I force myself outside of my comfort zone. I pick topics I don't feel comfortable with. I pick forms, styles, or voices that I don't feel comfortable with. And I return then for the next story to something that isn't frightening to write. But then I return to the hard story, the story after. Afterwards, years later, I can't always tell which story is which, though. No, I think that's true. I mean, stylistically, you have to challenge yourself. Content-wise, you have to challenge yourself because it's the same as writers. If we get too comfortable always doing what we're doing, then the things that we do well become the things that are crutches. And this is certainly the case. I know these things about myself. It's like there are certain things that I do pretty well. I do humor reasonably well. I do dialogue reasonably well. And I do optimism reasonably well. And so the thing is that often I will get myself into a difficult scene, and part of my brain is like, just use some snappy dialogue, you know, and get a laugh. It will work. And the thing is that I have to say to myself, no, because it's not what the scene requires. It's not what the story requires. And if I do this, I am letting down not only the characters and not only me, but I'm letting down the readers, because the story could be so much more if I just got, you know, if I as a writer was just a little bit more scared and went ahead and did it. And so you eventually have to go ahead and do that. All the things that I can do easily are great, and I love them, but sometimes that's not enough. Ça, c'est clair aussi qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, je dirais, de toute façon. Ronronner, je crois qu'on n'est pas des fonctionnaires, justement. On n'a pas signé pour faire le même job tout le temps. Je m'excuse s'il y a des fonctionnaires dans la salle. Ouais, surtout des fonctionnaires qui ont des chats. Et des micros. Et des micros. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle à poser à nos auteurs? Je ne vois pas où est le micro. Oui, là-bas, monsieur. Ouais, tout là-bas, là-bas. Relevez la main, encore une fois. Ouais. Yeah, keep your hand up. Bonjour. Est-ce que le plus efficace, c'est de sécuriser, dire « mettez pas vos enfants dans le micro-ondes » ou de spécifier ce à quoi ça sert? Parce que si on dit juste « ne mettez que ce que vous voulez manger », bah en fait, on peut faire autre chose. Le plus efficace, c'est d'interdire les micro-ondes. À partir du moment où le micro-ondes existe, il y aura forcément des gens qui ne vont pas lire, qui ne vont pas vous écouter, qui ne vont pas lire les modes d'emploi, qui vont faire n'importe quoi avec. C'est un risque à courir. Alors heureusement, c'est effectivement un millième de % de la population, mais ça, je pense que vous ne pourrez jamais l'empêcher. Oui. Yeah, no, let's be honest. How many of us haven't done something stupid with our microwave? I mean, when I was a kid, microwaves were new. I put uncooked eggs in the microwave because I wanted to watch them explode. Was this what the microwave was meant for? No, but it's what I found the use for. Again, humans are interesting and perverse. They will find ways to use things that you have no possibility of thinking about. Even if you tell them, this is what it is for, don't do the following. People are like, well, what happens if I actually do the following? Not only these days would they do it, but they would actually put it on YouTube to go, hey, I did this thing that nobody said I should do with this microwave, and let's find out what happens. Oh, it exploded. Haha. Please like and subscribe. That's exactly what happens.
Moi, je voulais poser la question, est-ce que le fait de ne pas utiliser la technologie pour ce qu'elle est prévue, c'est pas un moyen aussi de découvrir d'autres choses, moyen de faire évoluer aussi les choses et les comportements? Donc il y a le problème sécuritaire où on peut faire des choses dangereuses justement, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de découvrir des choses bénéfiques? Si, évidemment, oui. C'est le principe de toute expérience hors des cadres, en fait. C'est que ça peut très mal tourner, mais ça peut très bien tourner aussi, oui, effectivement. Le problème du chat dans le micro-ondes, c'est qu'on sait très bien comment ça va tourner. On sait très bien qu'on ne pourra pas faire une découverte intéressante en mettant un chaton au micro-ondes, quoi. Mais effectivement, oui. Well, the first time we did, but after the first time, there was no need to reproduce it. Right. Ironically, the way that we discovered that microwaves could cook things is they were using microwaves as some sort of adjunct to radar, and they noticed that every time they got near the microwave, the chocolate that they had in their pockets would melt. So, in fact, accidental discoveries of all sorts always happen. So many of the things that we take for granted as part of our lives are accidental discoveries when somebody was using it somewhere else. Viagra, which is not Viagra, excuse me, the Rogaine, which was the stuff that built, that puts hair on bald people. They originally used it as a heart medicine. Ça marche aussi pour le Viagra, c'est un médicament pour les problèmes cardiaques à l'origine, dont on s'est rendu compte qu'il avait d'autres conséquences que... Yes, that's exactly. Right, exactly. Same sort of thing. So there's always the unintended consequences, so no matter what the technology. Sometimes people will intentionally use it in a bad way. Sometimes they'll just accidentally discover it. And absolutely, the discovery of strange uses for everything. This is what we've always done as animals, as people. That's how we figured out how to make needles. That's how we figured out how to catch fish. We picked up a stick and said, what else can we do with this? Right. Ouais, on a une question. Levez la main, ceux qui ont un chat. Ouais, on vous voit. Don't put your kitten in the microwave. Moi, je voulais revenir un peu sur la question de l'excès de sécurité que abordait brièvement Valérie Mangin, parce qu'on sait que donc il ne faut pas mettre les chatons dans le micro-ondes, mais de toute manière, il n'y a que peut-être 0,1% de l'humanité qui va y penser, enfin essayer vraiment de le faire. Mais il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir des comportements risqués pour eux ou qui paraissent inappropriés pour certaines personnes. Par exemple, le fait de fumer ou de pas manger 5 fruits et légumes par jour ou des choses comme ça. Et donc, jusqu'où on peut aller dans le fait d'interdire aux gens de faire des choses parce que c'est pour leur bien et est-ce que la science-fiction peut peut-être avoir des réponses là-dessus? I think that, socially speaking, generally speaking, people should be allowed to do whatever they want to their own damn selves, but when they begin to affect other people, that's a problem. Smoking is a perfect example for that. It became an issue when it affected other people with secondhand smoke, and then more directly, the cost of dealing with the people who had gotten sick, and the way that the medical cost basically was dispersed across an entire country or an entire nation. Eventually that becomes not just the personal issue of whether or not you want to smoke, but whether your behavior is penalizing other people. I think science fiction can, again, by the way that we model things in stories, can serve a very good purpose in terms of showing people that individual action does have social and larger consequences, not just for that one person, but for many people. But again, so much of it is, in the real world, so much of it is a race against time. It's like we didn't find out about smoking until after, or the negative aspects of smoking until long after it was established, and it was people's jobs. And once it's people's jobs, and once people have started making money, there's that old saying that, the way, you can't convince somebody that something is wrong when their salary depends on it. And so that's always the social tension.
Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui, là-bas. Là, juste derrière vous. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté croissante de garder une certaine maîtrise du message que vous délivriez dans vos écrits, à savoir que via les réseaux sociaux, vous aviez des retours que vous n'aviez pas avant et des retours divers et variés, voire peut-être outranciers. Et ma question est, peut-on quand même conserver un minimum d'envie de créer, de diffuser un message dans un contexte finalement de pression sociale ou psychologique, puisqu'on parle aussi de burn-out, de gens qui consultent très régulièrement les réseaux sociaux. Donc voilà, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut conserver quand même cette envie et ce désir de délivrer un message authentique? J'ai vu des auteurs réagir de toutes les manières à cette pression sociale. C'est-à-dire que surtout au début, j'ai vu beaucoup d'auteurs que ça déprimait en fait, qui ne se rendaient pas compte à quel point ils pouvaient être mal compris et qui arrêtaient les réseaux sociaux ou qui arrêtaient parfois même d'écrire pendant un certain temps parce que ils avaient mis un personnage issu du Maghreb dans leur livre et que c'était interprété comme sa simple présence était interprété comme un acte raciste en fait, ce qui n'était pas du tout leur propos. Et se voir tout d'un coup traité de raciste alors que justement ils étaient plutôt antiracistes, ça les a vraiment choqués et ça leur a coupé les mains. Mais maintenant, je crois qu'avec une certaine expérience, on connaît ces retours très négatifs qu'on peut avoir, on les anticipe, on apprend à prendre du recul par rapport à tout ça. Et justement, c'est ça qui donne la force, peut-être encore plus de créer qu'avant. C'est-à-dire qu'on doit lutter contre tout ça. C'est-à-dire qu'on doit s'affirmer, on doit délivrer encore plus fort notre message pour qu'il soit quand même encore un peu mieux compris. Je crois que au final, ça renforce plutôt que ça ne casse. Après, on a mis 20 ans pour en arriver là quand même, hein, dans mon expérience. Mais au final, c'est peut-être quelque chose de positif en fait, pour ceux qui ont survécu malheureusement. Mais... I mean, I was a critic before I started writing novels, so I am entirely used to the process of criticism. So not only generally does it not bother me on a personal level, I will look at negative criticism and go, oh, is there something useful here? But generally speaking, it doesn't bother me. And also, quite frankly, sometimes I really enjoy a good negative review. I will quote them and put them on my webpage. I was like, this person really hated it, and they said it in an awesome way. I feel that if I'm mindful of what I'm doing, if I examine the work I'm writing and examine my motives for writing it, and I do the best story I can, then I don't care what other people say because I know what I did. And if a story is completely unread or hated, I figure that I did my part of it. And I can't do it all. I can't make the reader love it. On va s'arrêter là. Je vous invite à prendre le risque d'aller les voir en dédicace. Et on les remercie, on vous remercie. Bonne soirée à tous.